Alors, Lama Tsongkhapa de continuer en citant un maître indien qui s'appelle Bhavaviveka dans le cœur de la voie du milieu qui dit « L'éléphant errant de l'esprit est attaché de manière sûre par la corde de la pleine conscience au pilier solide de l'objet de méditation et est graduellement contrôlé avec le crochet en acier ou en fer de l'intelligence. » La vigilance et l'intelligence sont parfois comparées en fait. Introspection, vigilance, intelligence sont souvent les termes employés pour la vigilance. En fait, je suis concentré sur mon objet de méditation et en périphérie, mon intelligence va accompagner, savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je me porte sur les distractions grossières? S'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est une forme d'intelligence qui va être le poisson pilote un peu de la méditation. En fait, la vigilance est une forme de sagesse qui vient accompagner votre méditation pour permettre à ce que vous ayez plus de focalisation. Il n'est pas contradictoire que dans le premier texte, on compare la vigilance à un crochet en fer, alors que dans l'autre texte qui est cité, et là c'est Kamalashila qui est cité, où la vigilance est aussi comparée à une corde. Bon, ça c'est un détail, mais en fait on peut aussi comparer la vigilance, parce que la vigilance elle aide aussi à se focaliser sur l'objet, parce qu'elle reconnaît ce qui se passe. Par conséquent, indirectement, la vigilance aussi se focalise sur l'objet de méditation. Ce qui fait sens en fait, ce n'est pas les yeux qui regardent dans deux directions différentes. Ok, bon, je pense qu'on en a terminé pour la partie théorique aujourd'hui. Je vais mettre le 18 mai. On continuera. On parlera de la place de la relaxation dans la méditation. On parlera également que la pleine conscience doit avoir un caractère de certitude, d'intensité, même je vous en ai déjà parlé. Et puis, on parlera de la durée des sessions, on parlera de comment générer cette vigilance. Mais là, on va se contenter par notre expérience de voir à quel point, oui, en effet, la pleine conscience peut être comparée à une corde et la vigilance à un crochet. Donc on va faire plein de tests. Il faut faire des tests et croyez-moi, dans la pratique de la méditation, il faut beaucoup se tromper. Il faut qu'on apprenne à aimer se tromper parce que c'est en se trompant qu'on va trouver le chemin correct. Il faut se tromper plein de fois pour essayer tous ces petits leviers pour faire la différence, pour trouver le moyen de générer dans l'esprit à la fois une grande clarté, une grande stabilité. Donc oublions qu'il s'agit de méditer. Devenons simplement conscients de l'objet de méditation qui est le souffle. Je vous ai dit la fois dernière qu'on allait faire avec des visualisations. Je suis désolé si j'ai l'impression de revenir un peu en arrière, mais je pense que c'est bien aussi d'établir les bases sur le souffle et après de passer à des objets hybrides ou des objets seulement visualisés. Mais dites-vous bien que la technique qui est présentée ici est duplicable à tous les objets de méditation. C'est exactement le même processus, sauf que c'est avec d'autres objets.
Donc la pleine conscience opère sur un objet familier. Donc essayons de nous familiariser, avant même de se dire qu'on est en train de faire une méditation de shamatha, familiarisons-nous avec le souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Et si vous avez des distractions, à la bonne heure, vous n'êtes pas tout seul, et c'est pas grave. Pour l'instant, on n'en est pas encore à méditer, à faire, à traiter avec la vigilance nos distractions. On prend l'esprit où il est, à ce moment de la journée où peut-être certains d'entre vous seront fatigués, et on compose avec cet esprit qu'on a maintenant. Ok, petite pause. Vous voyez que pour reconnaître l'inspiration et l'expiration, il n'y a pas nécessairement que vous ayez une voix mentale qui décrit ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'inspiration. Là, vous reconnaissez que mon doigt, il est plié ou il est droit. Droit. Observez ce qui se passe dans votre esprit. Non, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de vous dire à chaque fois, oh, il est plié le doigt de François. Oh, il est levé le doigt de François. Parce que si je vais vite, vous voyez les choses en temps réel. Lever. Si ça vous aide pour la respiration, parce que ça fait comme une forme de comptage, vous pouvez vous dire, inspire, expire. Vous pouvez avoir cette voix mentale si ça vous aide à compter, à maintenir une appréhension du souffle. Mais vous reconnaissez les choses parce que vous êtes devant elles. Vous reconnaissez le souffle parce que vous êtes en contact avec lui. Je vois Sylvie, je n'ai pas besoin de me dire, c'est Sylvie devant moi. Je peux avoir une forte appréhension claire de me dire, mais dans ma tête, il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune parole. C'est non discursif. Ok, faisons le test. Ok, et c'est à dessein que je fais des tout petits tests, parce que quand on veut travailler la clarté mentale, des petites touches comme ça va réveiller l'esprit. Vous voyez le corps de François devant vous. Mais il peut être connu, ce corps, à travers différents modes de pensée. Vous pouvez avoir juste, bon oui, c'est François, ou l'impression très claire, sans que ce soit par le biais de mots mentaux. Là, je regarde Aude. Je peux sentir différents niveaux d'intensité, de certitude. Ok. Essayez de faire la différence entre un faible niveau d'intensité mentale qui vous fait observer votre souffle et le niveau où vous êtes tellement proche de votre souffle qu'il y a un caractère de certitude. Alors ça va être difficile de le répliquer sur plein de respirations, c'est pour ça que je fais juste un cycle de respiration. Essayez. Ok. Et l'instant d'après, oubliez le souffle et restez simplement dans cette clarté de
Ok, c'était ça. Ça, c'est le souffle. C'était le souffle. Même si vous n'avez pas besoin nécessairement de le faire par un langage intérieur, vous pouvez si vous voulez, si ça vous aide. L'intensité de votre certitude est maintenue dans votre esprit. Essayons. Ok. Essayez de percevoir s'il y a une variation dans votre niveau d'intensité mentale, de certitude. Que ce que vous êtes en train de contacter avec votre esprit, c'est bien ça, la respiration. Ok. Ça, c'est un exercice qui a vraiment tendance à améliorer la clarté mentale, l'intensité. D'ailleurs, si on le fait trop souvent, trop dans la journée, ça va avoir un peu tendance à altérer notre sommeil négativement. Parce qu'il y a une forme de... Mais ça rend aussi peut-être des rêves assez vivaces, assez réalistes, assez lumineux. Et ça, c'est l'étape de se familiariser avec notre objet de méditation. Si vous sentez que vous êtes en train de vous endormir, ça peut être le moment de la journée, ça peut être parce qu'on a mangé il n'y a pas très longtemps, mais plus on fait cet exercice de dynamisme mental, plus on arrive à lutter contre le relâchement, la léthargie et indirectement le sommeil également. Ok. Maintenant, on va essayer de faire la nuance dans votre expérience entre sachez que vous êtes entre savoir que vous êtes en train de suivre le souffle, je suis conscient de l'inspiration, et savoir que vous êtes conscient de l'inspiration. Un petit peu comme si au cinéma, vous êtes conscient du film, ça on le fait tous très bien, mais il y a une différence entre être conscient du film et être conscient de moi qui est en train de regarder le film au milieu des gens qui sont en train de manger le popcorn par exemple. Il y a une différence d'expérience, d'avoir cette métacognition, de cette conscience qui se regarde elle-même, de je suis conscient d'être en train de méditer. Je sais que je suis en train de méditer sur le souffle. Je sais que, pardon, pas de méditer, je sais que je suis en train d'être en contact avec le souffle. Par rapport à simplement être en contact avec le souffle. Parce que cette forme de métacognition, de savoir qu'on est en train d'être en contact avec le souffle, ça vient générer cette ardeur mentale. Je sais que je suis conscient du souffle. Faites la différence entre ça, mais commençons par je suis conscient du souffle, tout simplement.
Ok, revenons maintenant plus au souffle, sans se poser ces questions-là. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et ce n'est pas de la méditation encore. Ok, on fait une pause. Quand vous connaissez des moments où vous avez un manque de clarté, que vous avez du mal parfois à prendre des décisions, à voir clair, c'est peut-être que le facteur de clarté d'intensité de l'esprit a diminué. Et ça, en fait, cet exercice qu'on vient de faire est beaucoup plus facile quand on a de la joie. Quand on a de la joie, l'intensité vient assez clairement, assez vite. Si bien que le texte propose que quand l'esprit est trop relâché et qu'on a du mal à... On est détendu, mais il n'y a pas du tout de clarté, de joie, ça devient un peu morne. Et si on n'arrive pas à rétablir cette intensité dans la méditation, il faut s'arrêter, méditer sur la préciosité de la vie, sur les qualités du calme mental, venir générer à nouveau une forme d'analyse, de clarté, d'intensité. Tout ça, c'est un peu synonyme et ça vient redynamiser l'esprit pour apporter une dimension essentielle dans la pratique de shamatha, qui est la vigueur, l'intensité, la clarté mentale. Donc là, on n'a pas commencé à méditer, on trouve l'objet. Donc faites juste le test maintenant, j'inspire, j'expire, et je me dis, ok, je fais une pause, je regarde en arrière, je me dis, ça, c'est la respiration. Ça, je sais que je sais que je suis conscient de la respiration. Et vous observerez peut-être, à mesure que vous le faites, qu'il y a un niveau d'intensité assez fort qui se développe dans l'esprit, qui va nous servir ensuite. Mais si on veut rester à ce niveau-là et cette fois-ci méditer pendant 5 minutes, on va finir par être assez fatigué quand même. Parce qu'on est là, on est sur une méditation qui ne prend que la clarté mentale comme ingrédient. Une fois qu'on a bien trouvé l'objet, de manière minimale, maintenant on va pouvoir se focaliser sur lui. On va pouvoir se détendre et juste rester sur le souffle. C'est comme si je m'entraînais à dessiner un croquis. Au départ, j'ai les mains froides, j'ai du mal à dessiner les contours. C'est pas très facile. Mais à mesure que mes doigts se chauffent, je commence à pouvoir faire. Ça c'est. Je fais un truc bien précis. Donc si je suis précis là-dessus, évidemment que quand je vais faire un croquis en 2-3 coups de trait, je vais pouvoir je vais y arriver plus facilement. Si je suis capable de faire apparaître le souffle avec précision dans l'esprit, au moment où je vais avoir cet objet minimal, évidemment que je peux me détendre là-dessus, parce que j'y arrive. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer la méditation de shamatha. Et là, on va essayer d'harmoniser la vigilance et la pleine conscience. Donc on va commencer simplement avec la pleine conscience, et vous allez voir
que quand même, ça peut servir, mais quand même, tout seul, ça peut être un peu limité. Donc là, l'instruction, c'est vous ne portez pas attention à vos distractions. Vous restez uniquement sur le souffle. On va faire le test pendant 2-3 minutes pour voir la saveur de cette méditation avec seulement la corde et pas le crochet. Faites le test. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que la pleine conscience sans vigilance, on n'est pas au courant vraiment de ce qui se passe. Parfois, on a des distractions et on ne se souvient même plus de ce qu'on vient de penser. Et que si on devait faire l'effort de s'en souvenir, on ne s'en souviendrait même pas. Bon, il peut arriver que aussi on soit conscient de tout, hein, c'est possible. Mais la pleine conscience, elle a besoin à un certain moment de cette vigilance. Est-ce que vous voulez dire votre expérience de la pleine conscience, juste la pleine conscience? Juste rester sur l'objet sans se focaliser sur les distractions. Chez moi, ça peut entraîner une certaine torpeur. Une certaine torpeur. Le fait de rester juste conscient de la respiration. Ouais. Ça peut m'entraîner, ouais. Une certaine torpeur, d'accord. Quelqu'un d'autre? Pour moi, ça manquait de joie. C'était pas joyeux, quoi. Ouais. C'était un peu... Oui, ça doit rejoindre la torpeur. Enfin, c'était un peu... Ouais, parce qu'il manque quand même la moitié du job, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas tenir très longtemps comme ça. Hein. Il y a un moment, on va se fatiguer en plus. Hein. Là, je pense qu'avec ça, on peut tenir... peut-être on arrive à ne pas perdre l'objet pendant 1 minute ou 2, mais ça va être difficile d'aller plus loin quand même. Hein. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe en périphérie. On a du mal à commencer à éclairer un peu les pensées périphériques. Oui. Ça dépend. Les personnes qui ont déjà une expérience, qui ont appliqué la vigilance, si on réapplique la pleine conscience tout seul, ça va avoir un effet différent que quelqu'un qui débute totalement et qui va commencer à appliquer la pleine conscience. C'est une très bonne remarque, ça. Ouais. Je sais pas, faudrait demander à quelqu'un qui connaît pas du tout. Oui. Donc la vigilance, on s'ennuie, donc forcément, c'est comme ce que vient de dire. Oui, et d'ailleurs c'est assez automatique. Moi j'ai du mal à ne pas, j'ai du mal à désactiver la vigilance en fait. J'y arrive pas trop en fait, parce qu'elle opère naturellement. C'est pas un effort supplémentaire de regarder. D'ailleurs l'analogie de la voiture et de regarder dans les rétros, c'est assez. Faut la laisser comme une analogie, mais comme toute analogie, il y a des choses qui ressemblent et des choses qui ne ressemblent pas.
Là, en fait, c'est la même conscience qui fait ça. C'est la pleine conscience, à mesure qu'elle se développe, elle peut commencer à être consciente en périphérie. La vigilance, on dit parfois qu'elle est le sous-produit de la concentration, de la vigilance, de la pleine conscience, pardon. Mais on peut dire aussi c'est la pleine conscience quand elle mature suffisamment dans l'esprit, quand elle se déploie suffisamment dans l'esprit, elle devient vigilante. Mais donc oui, il y a une différence entre si on le fait pour la première fois ou si on est déjà habitué. Ça c'est. Oui. Pour moi, c'est le contraire d'un état spacieux. J'ai l'impression d'être un peu enfermé avec. Tu as l'impression d'être un peu enfermé. Oui. Ok, maintenant l'exercice qu'on va faire, c'est vous gardez le souffle parce que de toute façon il est là. Heureusement pour vous, sinon je vais voir des gens qui commencent à devenir tout rouge et tomber sur le côté. Vous respirez, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc vous n'êtes pas obligé de passer 100% de votre attention à vérifier si c'est le cas. Hein. Et la respiration peut même inclure les moments où on ne respire pas. J'inspire, il y a une pause. Parce que si je vous demande par exemple maintenant de respirer sans qu'il y ait aucune pause, ça ne va pas être très naturel. J'inspire, j'expire, et avant le prochain cycle à nouveau, il peut y avoir une pause. Ça, on peut dire que c'est la respiration aussi. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des trous. Je ne respire pas tout le temps en fait. Donc comment méditer sur quelque chose qui n'est pas tout le temps là? On peut se poser plein de questions hein, quand on est un petit peu malin. Ah oui, mais attends là François, il y a une seconde tu médites plus, tu perds l'objet. Ça veut dire qu'on ne peut pas méditer sur le calme mental, sur le souffle parce qu'on est obligé de s'arrêter. Ok, ça veut dire qu'il faut méditer sans arrêt. Et puis là, pouf, on tombe. Hyperventilation. Ok, donc là, on va se focaliser sur le souffle, mais il est là de toute façon. Et en périphérie, on va essayer de distinguer nos distractions si elles sont grossières ou subtiles. Grossières ou moyennes, pardon. Donc là, on ouvre en périphérie à regarder un petit peu dans les rétros. Ne le faites pas trop, gardez bien l'objet de méditation. Sauf que j'ai une colle avant qu'on s'y mette. Quand je suis complètement distrait, est-ce que je peux m'en apercevoir? Ben non. Quand on s'en aperçoit, on est plus distrait. Ah bah oui. Ben, quand je suis complètement distrait, moi je suis parti dans le film. Hein. Vous ne pouvez pas me revoir là. À ce moment-là, vous ne pouvez pas me revoir. Parce que si je savais que j'étais distrait, ben, je reviendrais sur l'objet. Et si je reste 5 minutes en dehors de l'objet, c'est que je l'ai complètement perdu. Donc ma vigilance, elle ne peut pas opérer à ce moment-là. Elle opère que quand je reviens. Mais quand je reviens, je suis plus distrait, ça sert à quoi d'être vigilant? À part partir? Vous êtes d'accord avec ça? Revenir à la pleine conscience. Quand je suis distrait totalement, la vigilance, elle ne sert à rien parce que de toute façon, je suis complètement distrait. Quand je reviens, bah, je suis revenu. Donc je ne vais pas dire « Oh, François, tu es revenu ». Parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait un autre qui dise « Oh, mais François, tu es revenu d'être revenu ». Et d'être revenu, c'est sans fin. Si je suis revenu, je suis revenu. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une vigilance à ce moment-là? Alors ça, c'est un autre, c'est un autre souci, ça. C'est pas une question juste rhétorique. Hein. Pourquoi la vigilance, qu'est-ce qu'elle fait? Son job, c'est quoi? C'est justement de s'apercevoir qu'on est parti. Et ça sert à quoi de s'apercevoir puisque je ne vais pas le rattraper, je ne vais pas revenir dans le temps en disant la matrice... On revient quand même à un moment. Et là, on est de nouveau en pleine conscience. Alors, la question est la suivante. À quoi ça sert, une fois qu'on est complètement parti et qu'on est revenu, de savoir qu'on est parti? Mais là, si je regarde à ce moment-là que j'ai été parti, c'est que je suis revenu. Tu vois que tu pars, tu n'es pas encore parti. Non, parce que là, je parle d'une distraction grossière qui nous a complètement fait perdre l'objet. Ça nous donne une petite expérience intérieure qui nous permettra de voir un petit peu plus tôt la fois suivante. Ah, voilà, c'est exactement la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va se souvenir de la distraction qu'on va avoir, on va avoir une chance que la fois prochaine, ça va être pas après 5 minutes, mais après 2 minutes 30, qu'on va avoir un tut. On revient. Et il y a un moment, on ne va plus avoir ces distractions qui vont nous faire complètement perdre l'objet, on va avoir juste des distractions moyennes.
En fait, on vient commencer à travailler la vigilance. L'exemple qui est pris souvent, c'est un agent de sécurité dans un supermarché, par exemple. Au départ, il ne sait pas bien voir les gens qui ont piqué des trucs. Donc, il les voit que quand ils passent la porte de sortie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à aller les voir en leur disant « Vous avez volé un truc, monsieur ». Donc, au départ, on va venir rechercher un peu les distractions qu'on a eues et qui sont, alors qu'elles sont passées devant nous et qu'elles sont déjà parties. Mais ça va faire qu'on va gagner un peu de ce pouvoir de la vigilance qui ensuite va pouvoir commencer à être à même de percevoir les distractions quand elles passent devant nous. Et après, avant même que les gens... Oh là là, attends, c'est un peu discriminant de dire ça, mais lui, je pense qu'il va aller dans un rayon et se piquer un petit truc, mettre un petit truc dans sa poche. On va être capable de percevoir les distractions avant même qu'elles se produisent. Et là, la vigilance, ça veut dire qu'en fait, on vient cueillir les trucs avant même que ça démarre dans notre esprit. Et donc là, ça, c'est les distractions subtiles. C'est des distractions qui n'ont même pas commencé à former d'objets. Et quand on arrive à faire ça, ensuite, on n'a plus besoin de rien faire parce qu'il n'y a plus du tout de distraction, en fait. Il n'y a plus rien, même à la base. Mais pour être à même d'avoir cette vigilance qui vient reconnaître ces choses assez subtiles, il faut qu'elle soit capable de rechercher des choses moyennes. Et pour être capable de rechercher des choses moyennes, il faut qu'elle soit capable de reconnaître des choses grossières. D'où l'intérêt que quand on revient de cette distraction, il faut commencer à se souvenir ce qu'on vient de faire. Si on n'a pas du tout de conscience et de souvenir de nos pensées qui viennent de se produire, on ne va pas pouvoir développer cette vigilance. Juste de la pensée ou du contenu de la pensée? En fait, ce que je dis souvent, c'est vous faites une espèce de capture d'image de ce qui vient de se passer. Parce qu'à un moment, vous pouvez aussi retracer quel est le bruit ou la perception ou le point de départ. Et là, en fait, la vigilance vient maturer dans votre esprit parce que vous arrivez à reconnaître les choses au moment où elles surgissent après. Vous plantez dans votre esprit la possibilité que la fois prochaine, vous vous réveilliez plus tôt de cette distraction. D'où l'intérêt de se dire que quand on revient de ces distractions, ça vaut quand même la peine de savoir ce qui vient de se passer. Et ça ne nécessite pas, chose importante, que vous quittiez l'objet de méditation. En fait, vous restez en contact avec le souffle et en périphérie, une petite partie de votre esprit vous dit « C'était quoi ça ?» Je n'ai pas la moindre idée. Il y avait un genre de pizza, pizza 4 fromages, capture d'image. Alors là, il ne faut pas rester trop accroché là-dessus parce que sinon vous allez complètement perdre l'objet. Mais la fois prochaine, peut-être que la pizza aux 4 fromages, vous allez pouvoir retracer. Qu'en fait, c'est venu parce que vous avez eu que pizza 4 fromages, parce que vous avez en fait eu une odeur de tomate, parce que quelqu'un cuisinait dans la cour. Et en fait, vous devenez plus en plus conscient de la sphère mentale. Et on fait la même chose pour développer la vigilance de la parole. On se souvient des paroles qu'on a dites. On développe la pleine conscience de la parole à travers la vigilance qui se souvient des paroles qu'on a dites. Et le sujet a été mentionné pendant la pause. Évidemment que pour développer la pleine conscience sur des objets mentaux, c'est bénéfique de développer la pleine conscience de nos actions physiques. Quand je me lève, je sais que je me lève. Quand je me couche, je sais que je me couche. Quand j'avance dans la rue, je sais que j'avance dans la rue. Être conscient de son corps, c'est un préalable être conscient de ça, pas un préalable. Ça aide à développer la pleine conscience de la parole qui aide à développer la conscience de l'esprit. Pour développer shamatha, on ne peut pas développer shamatha pleinement, totalement, en étant conscient de son corps. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être assisté par le fait d'être conscient de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Plus vous intégrez de conscience et de vigilance dans votre vie de tous les jours, plus ça va vous servir dans la pratique méditative. Ce qui rejoint un petit peu le thème de l'éthique, qui est que c'est notre comportement dans la vie de tous les jours qui va servir de ferment à la manière dont on médite. Et qu'on ne peut pas être complètement désorganisé dans sa vie et penser qu'en 20 minutes de méditation, on va tout à coup complètement transformer, partir en absorption méditative, voler dans le ciel, partir en lévitation, que sais-je. Ok ? Pardonnez-moi pour cette longue digression, mais c'est pour comprendre un peu le périmètre d'action, le champ d'action de la vigilance. Parce que si je veux être conscient, l'argument, ça pourrait être de dire « Non, mais en fait, François, la vigilance, tu ne peux être conscient que ce qui arrive au présent. » Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être conscient exactement de ce qui vient de se passer, parce que pour que la chose qui est l'objet de mon attention
soit connue par ma conscience dans le présent, il faut déjà qu'elle soit passée en fait. L'objet de la conscience précède la conscience qui le regarde. En termes philosophiques, on dit que la conscience ne peut pas être consciente d'elle-même en simultané. Parce qu'en fait, si la conscience regarde une conscience, il faut que la conscience qui est regardée soit une cause à la conscience qui regarde. Il faut donc que la conscience qui est regardée précède la conscience qui la regarde. C'est-à-dire que la vigilance, pour reconnaître la vigilance, elle est quasiment obligée de se souvenir. Donc n'ayez pas peur de vous souvenir. Ne pensez pas, oui mais attends, c'est un truc, moi, je dois être dans le présent. Bah, bien sûr, je sais me souvenir. Moi, j'ai des remords, des regrets sans arrêt. Je me souviens, bien sûr. Non, là, c'est adapté. C'est une vigilance qui est bénéfique dans la méditation. Et ça procède du souvenir. Donc, n'ayez pas peur de vous souvenir. Ça ne veut pas dire que vous perdez l'objet de méditation. Ça, c'est un autre point super important de la technique. Ok, on fait un test. À minima sur le souffle. Et cherchez pas à reconnaître avec votre vigilance les micro-mouvements de votre esprit. Ça, on s'en fiche, on le fera ensuite. Essayez de reconnaître la présence ou l'absence de distractions grossières. Et si vous en avez, capture d'image pour générer dans votre esprit la conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites. La conscience de vos pensées que très souvent on a tendance à oublier au moment où elles ont été pensées, mais qui néanmoins opèrent dans notre esprit et créent des effets. Ok. Petite pause. Débriefing. Vous pourrez ensuite... Ouh, là, oui. Pardon. Non, non. Débriefing, alors. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, se dire, tiens, j'ai pas de distraction, ça rentre dans le cadre ou c'est une distraction? Là, c'est un point assez important, ce que tu soulignes. Quand on dit que la méditation qu'on accomplit, elle est non discursive, ça ne veut pas dire qu'en chemin, elle ne va pas être discursive, même si c'est une méditation de shamatha. En fait, la discursivité, ça va être le job de la vigilance. Ça va être un peu discursif parce qu'elle analyse un peu ce qui se passe. Mais elle le fait dans le contexte très limité de l'objet de méditation. Donc, est-ce que j'ai été distrait? Est-ce que je suis distrait? Est-ce que je suis sur le point de l'être? Est-ce que je suis excité? Est-ce qu'il y a du relâchement? Est-ce que c'est une distraction grossière? C'est une discursivité qui va disparaître à un moment, mais elle est nécessaire dans les étapes qui conduisent au calme mental. Donc, c'est pas une distraction, ça. Par contre, si elle devient trop gourmande, et qu'elle se répète et que tu ne le contrôles pas, ça devient une distraction. Et si tu penses que c'est trop, ça peut devenir une distraction aussi.
et ça c'est un point qu'on a couvert la fois dernière, c'est l'incompréhension qu'on a parfois que parce que atteindre shamatha c'est non discursif, il faut absolument aucune discursivité en chemin. En fait, il ne faut pas de discursivité dans le sens, il ne faut pas analyser l'objet, mais la discursivité, ça va être de comprendre ce qui se passe, d'ajuster, de régler les paramètres, d'accompagner l'esprit pour qu'il se place sur son objet de méditation. C'est le seul espace qu'on réserve à la discursivité. On ne vient plus essayer d'analyser l'objet, mais en tout cas, on vient d'essayer d'analyser ce qui se passe dans la méditation. Donc il ne faut pas penser que même, et c'est ce qu'on a vu la fois dernière, la différence entre méditation analytique et méditation de placement, ce n'est pas l'absence ou la présence de discursivité, parce qu'on peut en avoir encore dans la méditation de placement. Ça, c'est important, parce que la vigilance, elle est un peu discursive. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Dites-moi. Eh bien, pour moi, le côté discursif, ça m'amène à l'embrouille. Alors ça, il ne faut pas se formaliser de cette instruction qu'on voit peut-être pour la première fois. Pour le mettre en place, il va falloir un peu de temps, parce qu'il va falloir quantifier pour pas trop en mettre non plus de la vigilance. Sachant que la principale activité de l'esprit, ça va être la pleine conscience, et en périphérie seulement la vigilance. Quelqu'un d'autre? C'était les pensées subtiles, du coup j'avais le fil quand même de la respiration. Ouais. Et puis je voyais un petit peu les perturbateurs, mais je gardais le fil. T'as pas perdu l'objet. Et j'étais content de me dire, ah, tiens, là je viens. Ouais. Ça génère aussi de la joie de se dire, en fait, bah oui, si la distraction grossière, subtile et moyenne disparaissent au niveau 8, en fait, je peux atteindre le niveau 4 assez facilement. Niveau 4, c'est je perds plus l'objet. Pour les snapshots, là, les captures d'écran, Ouais. en fait, c'est pas facile, je trouve, de se rappeler, parce que la capture d'écran, elle est tellement ponctuelle, qu'après, je suis pas sûr que la fois suivante, je vais me rappeler que je vais passer assez analyser cette distraction pour me dire que je vais... C'est par accumulation, il faut y passer pas mal de temps. Il faut que... Plusieurs fois. Oui, bien sûr. C'est avec la répétition que tu vas sentir que le pouvoir de la vigilance s'éveille dans ton esprit. C'est comme un muscle que tu voudrais tirer, c'est pas en faisant un que tu vas y arriver. Il va falloir plus de pratique pour sentir le bienfait. Là, on fait juste des tests pour que dans le mois qui sépare cette session la prochaine, vous puissiez explorer ça vous-même. Je pourrais analyser la distraction en disant c'est parce que par exemple j'ai faim, etc. Bon, ça va, je vais manger tout à l'heure. Bon, alors, il ne faut pas analyser la raison, il faut juste se faire rembobiner et faire pouf, capture d'écran rapide. Mais même ça, c'est un skill, c'est une aptitude qu'on va essayer de raffiner. Pour ne pas passer trop de temps, mais pas passer trop peu de temps pour qu'on ne soit pas du tout conscient de ce qui vient de se passer. Trouver le juste milieu. Distraction grossière, distraction moyenne. Parce que cette vigilance qui, pour l'instant, est cantonnée à reconnaître les distractions grossières des distractions moyennes, il y a un moment, elle va servir à faire quelque chose de très important dans la méditation. Elle va commencer à reconnaître les bienfaits de la méditation. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bah ouais, ils vont venir les bienfaits de la méditation. Mais ils viennent aussi parce qu'on les regarde. C'est-à-dire qu'à partir de l'étape 5, on va commencer à regarder le bien-être, la joie, la souplesse, le bonheur. Et comme on les regarde, ces choses-là, elles vont s'imprimer beaucoup plus dans l'esprit et se déployer dans l'esprit. Et générer de la joie, et générer de l'enthousiasme. Et là, la réaction en chaîne va commencer à s'installer. En fait, la vigilance, elle ne reconnaît pas que les problèmes. Ce n'est pas un peu le contrôleur de qualité qui vient sur une chaîne de montage regarder que les trucs qui sont cassés. Il y a un moment, elle doit reconnaître aussi, et j'espère qu'on pourra le faire avant la fin, de commencer à reconnaître le bien-être que c'est de simplement être assis sur un coussin, à respirer, et pas avoir besoin sans arrêt de bouger ou de posséder ou d'aller ailleurs ou de penser à autre chose, d'être simplement là, présent à son souffle, dans un souffle qui peut nous régénérer
À mesure qu'on pratique, le souffle va être de plus en plus bienfaisant. Et de simplement regarder ça, regarder le souffle et d'observer en temps réel les bienfaits de la concentration, le bienfait qu'on ressent. Alors il ne s'agit pas de les imaginer, ils vont venir naturellement, mais ils vont être assistés par le fait qu'on les regarde. Parce qu'il y a une différence entre être joyeux et savoir qu'on est joyeux. Si on savait tous les moments où on est joyeux, ce serait vachement positif. Parfois, des gens viennent me voir et je sais qu'ils sont bénévoles dans des centres, ils passent leur temps à aider les autres et ils disent « j'ai aucune considération pour les autres ». C'est véridique, hein? Parce qu'ils ont la considération pour les autres, mais ils pensent qu'ils ne l'ont pas. Et ça, c'est un vrai problème, ça. Donc là, il y a une nuance entre avoir des bienfaits et reconnaître en sachant qu'ils sont présents. On reconnaît la détente. Et là, vraiment, la détente va pouvoir s'asseoir. Et quand la détente va s'asseoir, il va se passer un peu la même chose que quand on est en train de s'endormir, sauf que là, on est très éveillé. Le facteur de clarté va surgir beaucoup plus facilement. Parce que si on force, la clarté va être contrainte, elle va être difficile à faire surgir dans l'esprit. Mais à mesure qu'on se détend, alors, on va sentir que l'objet de méditation apparaît presque sans effort. Il revient naturellement, en fait. On ne vient pas le chasser, mais il revient naturellement. Et à travers une observation qui est détendue, qui est calme, qui est joyeuse, qui est sereine et qui est en paix. Ok ? Faisons le test à nouveau. À minima sur le souffle. Et en périphérie, on ne fait des captures d'écran que sur les pensées grossières. Et si on pense n'avoir pas de pensées grossières, on peut le faire sur les pensées moyennes. On n'essaie pas de tout attraper dans le fil à papillon, sinon ça va générer de la confusion et une tension à l'intérieur de l'esprit. Et s'il n'y a rien, on peut seulement demeurer avec le souffle. Et c'est complètement normal d'avoir des pensées parasites. Souvenons-nous qu'elles disparaissent très tard. Mais on se porte d'abord sur celles qui nous font complètement perdre l'objet de méditation.
Ok. Petite pause. Vous pouvez me livrer vos impressions. Oui. J'ai une question. Tout à l'heure, là, je suis en hyper vigilance, hyper à l'affût, parce que tout à l'heure, quand on a dit qu'on faisait juste la respiration, j'ai eu des images qui sont arrivées et vraiment pas cool. Est-ce que, du coup, je suis en hyper vigilance pour pas qu'elles reviennent? Est-ce que c'est normal qu'il y avait des trucs qui sont arrivés ou c'est... Alors là, dans cet exercice, il faut qu'on soit bien accroché au souffle. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on va voir, qu'on ne voyait pas avant. Ce n'est pas nécessairement qu'on les génère, mais on va commencer à devenir conscient de tout ce qui se passe dans notre sphère mentale. C'est nécessaire, ça fait partie du job. Et comme on a un peu plus de clarté et de stabilité, on les voit bien. Et comme on n'est pas habitué, on veut traiter tout de suite l'information. Ce n'est pas le moment. Mais ça fait partie du boulot. On va voir ces choses-là, et c'est pas qu'on les génère, c'est qu'on s'en rend compte en fait, avec une attention qui est assez claire. Mais c'est le fait qu'on n'avait pas mis la vigilance à ce moment-là ou C'est naturel. ça aurait été pareil? Comment ? Si on avait déjà été dans la phase de vigilance, elle serait apparue de la même manière? Alors, il ne faut pas que ta survigilance tombe dans une forme de tension, parce que là, ça va aider tes perturbations aussi. Ça va aider tes pensées à venir. Si tu penses que ta vigilance est survigilante, c'est déjà peut-être que tu en fais un peu trop. Donc là, plutôt asseoir le souffle. Plutôt détendre le souffle, même. Oui ? On va dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que si on accentue trop la vigilance, tu disais, c'est professionnaliser la rumination, ce que tu peux être... Mais ça, c'est quand on n'a pas de pleine conscience. C'est qu'on n'est pas sur le souffle du tout. Qu'on fait 100% de vigilance. Donc justement, ça c'est quelque chose à éviter totalement. Totalement. D'accord. Okay. Donc ça veut dire, parce que tu disais que la vigilance c'est un sous-produit de la pleine conscience. Donc comment c'est possible de ne pas avoir du tout de pleine conscience et que de la vigilance? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu En fait, dis. une fois, je me souviens, tu avais dit que la vigilance était un sous-produit Oui. de la pleine conscience. Ouais. Donc, comment on peut avoir uniquement de la vigilance et tomber dans la rumination professionnelle? Puisque si la vigilance est un sous-produit de la pleine conscience, il y a de la conscience. Ok, ça y est, je comprends. Si la vigilance est le sous-produit de la pleine conscience, comment on peut avoir de vigilance sans pleine conscience? Très bonne question. Bon, il ne faudrait pas qu'on rentre trop dans les détails, mais la pleine conscience est souvent considérée comme un facteur mental omniprésent aussi, en fait. Même quand on est dans une rumination, on n'oublie pas la rumination. Sauf que là, on parle, nous, de la pleine conscience dans le contexte bénéfique d'être conscient d'un objet de méditation. Mais si tu dis que la pleine conscience, elle est toujours là, parce que même quand je pense à je suis complètement parti, mais il y a encore la pleine conscience qui n'oublie pas cette personne-là quand même. Mais c'est plus du tout constructif. Donc la pleine conscience, la vigilance est bien le sous-produit de la pleine conscience. Mais en fait, quand on fait une rumination, on dégénère de cette pleine conscience qui opère seulement à l'intérieur de la méditation vers une espèce de vigilance, mais en fait, c'est plus une forme d'intelligence, ça. C'est plus de la vigilance. C'est plus vraiment de la vigilance. C'est pas une forme de sagesse. Mais tu sais aussi, la sagesse peut être perturbée. Sagesse, c'est un facteur mental qui peut être teinté aussi. C'est pas nécessairement positif. Ça dépend des systèmes philosophiques, mais tu peux avoir aussi, quand tu rumines sur une personne, moi, tu vas voir quand je vais arriver au bureau, celui-là, c'est une forme de sagesse, c'est-à-dire que tu discrimines de défauts de quelqu'un dans le but de préparer quelque chose. C'est une forme d'intelligence, mais l'intelligence n'est pas simplement positive, là. Elle est surtout négative. Donc la vigilance, là, en fait, c'est plus la vigilance comme on l'entend ici. C'est une vigilance afflictive. Si tu laisses que ta rumination, c'est une vigilance afflictive. Mais dans ta tête, dans ta pratique, il ne va pas y avoir un moment où il va y avoir François, tu dégénères de la vigilance qui est correcte à la vigilance où tu viens quand même vraiment ressasser les trucs sans aucune espèce d'encre. Tu n'as pas d'alarme comme ça dans ton esprit. C'est juste pour protéger l'esprit des méditants, on propose que d'abord tu établis la pleine conscience et ensuite la vigilance.
Pour après dire, tiens, c'est plus l'avidité ou c'est plus... Alors ça, après, de toute façon, tu vas commencer à reconnaître les grandes tendances de ton esprit. Hmm. Le, Ok, le microbiote mental. oui, Voilà. ok. Et là, c'est là où tu vas pouvoir choisir un objet de méditation qui est bien adapté, parce que tu vas reconnaître les tendances et les récurrences. D'accord. Sauf que tu ne les classes pas. Il ne faut pas les classer à ce moment-là. Ça peut être du vipassana, ça peut être de l'analyse. Ok. Tu dis pas attachement, attachement, parce que ça peut être une forme de rumination aussi. Attachement, attachement. Perturbation mentale. Et je vois, ça peut t'aider dans ton éthique de vie quotidienne après par rapport à ton comportement, être vigilant à cette tendance-là. Ouais, le but étant de reconnaître la présence des perturbations mentales en dehors de la pratique méditative. C'est les mêmes qu'on va retrouver. Ah oui, oui. Oui. Oh, le package, Ok. le package complet. Ok, alors on va terminer. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais essayer d'observer. Si on l'observe, c'est pas dit que ça soit là. N'observons pas quelque chose qui n'est pas là. Il ne s'agit pas de ce. C'est pas méthode Coué. D'observer le souffle. Et de toujours essayer de l'accompagner, à minima peut-être, même si cette vigilance elle opère qu'une fois sur 10, peut-être que 9 fois sur 10, on oublie de se remémorer du contenu de nos pensées, c'est pas grave. On fait à notre niveau, à ce qu'on pense être faisable, sans que ça génère trop de tension dans notre esprit. Peut-être que la fois prochaine, on fera 8 fois sur 9, 8 fois sur 10 seulement, on oubliera les distractions. Et tant qu'il y a un petit peu de pleine conscience et de vigilance dans l'esprit, on peut continuer à méditer. Si on voit que ces deux facteurs se détériorent, ça veut dire qu'il vaut mieux arrêter la méditation. C'est comme ça qu'on détermine si la durée des méditations. Ce n'est pas parce qu'on se fixe une heure en général, c'est parce que ces deux facteurs sont encore opérants dans l'esprit. Faisons le test. Et uniquement si vous percevez une forme de stabilité libre de distraction grossière, vous pouvez donner un petit galon à votre vigilance et percevoir la relaxation de votre corps, des sensations plaisantes d'être simplement assis et l'action bienfaisante de respirer. Votre vigilance, qui n'oublie pas le souffle, reconnaît également qu'il est possible de respirer de manière régénérante et bienfaisante. Tout en maintenant cette vigilance.
et avec la qualité de notre attention, va maintenant achever et terminer cette journée en utilisant cette stabilité, cette clarté pour souhaiter que cette technique, cette méthode puisse s'installer dans notre esprit et se souhaiter de pouvoir utiliser cela pour générer des états d'esprit puissants, bienfaisants, humanistes, altruistes, et que par la pratique de la concentration, on accélère nos progrès spirituels, qu'on puisse développer cette compassion et cet amour incommensurable pour tous les êtres, que toutes les choses qu'on a cultivées aujourd'hui et plantées dans notre esprit aillent dans la direction de développer du bon cœur, de la générosité, de la bienveillance, pour apporter notre pierre à l'édifice de réduire la souffrance, d'apporter de la paix à ce monde qui en a tellement besoin. Essayez avec vos propres mots de sentir résonner en vous, non pas seulement les mots, mais le sens. Quand on parle du sens, c'est cette expérience authentique d'aspiration, de vous dire voilà ce qui importe vraiment. Avec cet esprit un peu plus clair, un peu plus stable, peut-être, c'est pas dit. Utilisons-le pour formuler cette aspiration altruiste. Que tout ce qu'on a fait puisse permettre de calmer la souffrance des êtres. Donc dans ce mois qui va séparer cette session de la prochaine, vous pouvez revoir ce qu'on vient de faire dans la dernière session, de revoir les étapes. D'abord, vous porter sur l'objet de méditation pour en avoir une idée claire, qui génère cette certitude, cette vigueur mentale, et ensuite commencer la méditation, essayer de percevoir un petit peu comment allier la pleine conscience et la vigilance, comment travailler cette vigilance dans la vie de tous les jours, de vous souvenir de ce que vous venez de faire. Parce que ça va, en fait, le crochet va également aider la corde. C'est-à-dire que d'être conscient, de vous souvenir des choses que vous venez de dire, va permettre d'être plus conscient de ce que vous dites. C'est pour ça qu'on dit parfois que la vigilance et la pleine conscience sont deux cordes aussi. Donc je pense que vous avez suffisamment de matière. Je vais mettre en ligne cet enseignement dans quelques jours. Vous aurez la vidéo. Vous pourrez revenir là-dessus. Et puis on se revoit dans un peu plus d'un mois maintenant. C'est terminé. Merci. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Merci François. Bonne soirée. À très bientôt.